Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. La sécurité industrielle est au menu de cette édition. Une véritable épée de Damoclès est suspendue sur la tête des managers, de nos managers, qui n'ont pas toujours le souci majeur de respecter des normes aux standards internationaux. Beaucoup de choses à dire sur le contrôle de ces pratiques sécuritaires, beaucoup de choses à dire aussi sur le rôle des assureurs dans cette articulation de sécurité et de protection des hommes et des biens. Nous avons intitulé cette émission « Sécurité industrielle entre bonnes et mauvaises pratiques ». Et pour en parler, je reçois deux invités dont les entreprises ont un rôle majeur dans ce domaine. Mortar Naouri, bonsoir. Vous êtes le président-directeur général de la Cash Assurance, une compagnie filiale de la Sonatrach et qui en connaît un bout sur les risques industriels. Et pour cause, même si vous êtes généraliste dans l'assurance, vous avez une expérience certaine de l'assurance industrielle. Amin Zouiwesh, votre cabinet Veritas Algérie est l'un des leaders mondiaux de la vérification et du contrôle dans le domaine industriel notamment. Vous avez, de par votre expérience reconnue, également des choses à dire sur la question, d'où mon invitation à votre endroit. Mais avant d'aborder cette thématique de la sécurité industrielle, je suis allé voir le représentant d'un cabinet d'audit dont le métier est justement de suivre l'évolution des entreprises qu'ils ont comme clients. Ils ont beaucoup d'industries en clientèle. Je voudrais qu'on écoute Ahmed Lateb d'Ernst & Young nous parler de cette sécurité industrielle. C'est un point très important. La sécurité veut dire remettre l'existence même de l'entreprise en cause. Donc il faut absolument faire une analyse des risques. Et aujourd'hui, ce sujet n'est pas à l'actualité. C'est que les entrepreneurs ou les entreprises ne le prennent pas assez au sérieux. Donc parce que c'est pas dans les priorités. Les priorités, c'est de croître, c'est d'investir, c'est de gagner des clients, c'est de livrer, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Alors que la sécurité industrielle, que ce soit la sécurité physique des personnes, la sécurité des machines, la sécurité des données, la sécurité même des brevets, peut être remise en cause, une entreprise peut disparaître parce qu'elle ne prend pas assez en compte un de ces paramètres. Donc la sécurité, c'est un vrai sujet aujourd'hui et toutes les entreprises mondiales, la sécurité arrive dans les top, les 4 sujets de préoccupation majeure. Alors en défaut, normalement, c'est le chef d'entreprise qui doit lui-même faire une analyse du risque, de définir tous les risques auxquels il fait face, et ensuite, en face de ces risques, il doit faire des plans d'action pour dire, par exemple, sur la sécurité des personnes, je dois absolument prévoir des zones d'évacuation en cas de feu ou des zones en cas d'explosion, etc. C'est qu'on se met vraiment en situation réelle et c'est le chef d'entreprise qui doit impulser. C'est pas les managers, c'est vraiment le propriétaire ou le patron qui doit dire quels sont les risques auxquels je fais face et comment, au cas où ces risques surviennent, comment je dois réagir. Alors les entreprises étrangères qui sont des filiales des grands groupes sont au point, puisqu'elles, dans leur ADN, j'allais dire, la notion de sécurité est intégrée. Mais en Algérie, il y a des privés qui ont atteint des tailles importantes, sont en train de se poser la question. Ils ont déjà intégré ça dans leur plan d'action, mais c'est pas généralisé. C'est-à-dire, ça reste malheureusement que des cas particuliers. C'est pas une tendance de fond. Les managers aujourd'hui en Algérie, si on prend que le secteur, on va dire du privé, ils sont assez sensibilisés puisque tous les jours ils font face à ces risques qui surviennent, donc ils apprennent sur le tas. Mais les formations, on n'a pas de formations qui sont dédiées à la sécurité industrielle, au HSE, à la problématique des données. Donc on apprend malheureusement sur le tas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des entreprises, on fait venir des consultants, on apprend en fait ce qui se fait ailleurs, c'est les bonnes pratiques, théoriquement on peut former les gens. Mais le concret, le risque industriel ou le risque par définition, il est spécifique à chaque entreprise. Vous ne pouvez pas le théoriser. Alors, Amin Zouiwesh, vrai sujet, réelle préoccupation, pour reprendre les termes d'Ahmed Lateb, ou non de nos managers aujourd'hui, d'après ce que vous pouvez voir sur le terrain? Sur le terrain, c'est évident qu'il y a un engouement de la part, il a lui-même aussi précisé qu'il y avait certaines entreprises
qui étaient à cheval sur leur politique, ce qu'on appelle la politique HSE. Les grands secteurs industriels, je cite les hydrocarbures, la génération électrique, mais c'est vrai que dans d'autres domaines d'activité, je prendrai l'habitat, je prendrai dans d'autres aussi dans le secteur privé, on n'est pas tellement à cheval. Et est-ce que c'est une préoccupation pour un chef d'entreprise privé, on va dire? Je dirais que le chef d'entreprise privé a un souci commercial. Pour lui, aller investir, à mettre en place une politique de système de management de qualité, c'est quelque chose qui lui coûte de l'argent. Et est-ce qu'il en a réellement besoin pour mieux vendre? Donc il se trouve devant un dilemme. Et aujourd'hui, dans la situation présente ici en Algérie, les sociétés qui ont un système de management de qualité reconnu ne sont pas valorisées comme telles. Donc il n'y a pas de plus-value, on va dire, compétitif entre un entrepreneur qui respecte ou un entrepreneur qui ne respecte pas. Donc c'est un investissement en plus. Et pourquoi me tirer une balle dans le pied si c'est pour me retrouver avec une offre commerciale plus chère? Par contre, quand le risque survient, c'est là que les dommages se font sentir financièrement. Et justement, alors, est-ce que d'abord nous avons souvent des cas de graves risques qui se produisent comme ça, de graves dommages qui se produisent à la suite? Je dirais que le souci d'avoir une politique proactive, donc pour la gestion des risques et des accidents, malheureusement, elle se limite aux obligations que la loi nous impose, c'est-à-dire avoir mes différentes assurances et je dirais, une fois que je les ai, donc je suis censé être couvert devant tous ces risques. Et la loi, aujourd'hui, ne demande qu'une police d'assurance. La valorisation d'un actif, ça rentre plutôt dans l'assiette de la valeur de l'entreprise. Les avantages se font sentir autrement, se font sentir déjà dans une politique donc, de sécurité industrielle, donc de valoriser et de s'assurer que son équipement, son outil de production est parfaitement entretenu et géré. Sa ressource humaine aussi est formée et qualifiée pour ce type de mission. L'environnement dans lequel cette entreprise travaille, donc ça aussi, ce sont des paramètres très importants aussi qui ont été. De la valorisation. C'est la valorisation de l'actif d'une entreprise. Ces trois domaines-là sont clés. Un mot sur vos activités, qu'on comprenne bien ce que fait Veritas en Algérie. Alors, Veritas en Algérie... Et dans le monde. Dans le monde, bon, Bureau Veritas est dans plus de 140 pays dans le monde, près de 600 bureaux, 900 laboratoires. On est dans le domaine de la conformité, et sans exclusion presque. Donc, on est dans tout ce qui est inspection. Le domaine de l'inspection est régi par le standard ISO 17020. Donc, qui touche l'inspection, le contrôle qualité, le contrôle assurance, le commerce international. Donc, Bureau Veritas Algérie est une société de droit algérien qui joue la carte donc de l'accréditation locale à travers nos institutions qui sont Algérac. Donc, Bureau Veritas Algérie est certifié ISO 17020 sur 9 portées et aussi ISO 17021 pour tout ce qui est certification des entreprises. Et nous ambitionnons donc aussi, et je pense que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, d'ici la fin d'année ou début de l'année prochaine, nous faire certifier en ISO 17024, qui est la qualification des ressources, donc la certification de la compétence. Alors, chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut le connaître sur l'Algérie, ou est-ce que vous êtes comme toutes ces multinationales qui ne donnent pas leur chiffre local? Alors, le chiffre, il est dans le domaine public, puisque vous savez qu'ici en Algérie, quand vous voulez connaître le chiffre d'affaires d'une entreprise, vous n'avez qu'à le demander au registre de commerce. Donc, c'est le secret de Polichinelle. Oui, mais on ne le dit pas pour autant. Je pense pas que c'est le sujet d'aujourd'hui. Non, mais il peut nous Ce qui est important, ce qui est important à poser, vous savez, chez les entreprises, c'est pas le chiffre d'affaires qui compte. C'est le profit. C'est le résultat. Mais, voilà. Mais disons que le chiffre d'affaires nous donne une indication sur l'envergure de votre entreprise. Vous êtes leader en Algérie? Non, je ne suis pas leader. C'est une entreprise publique qui s'appelle l'ENACT. D'accord. Qui est le leader sur le marché algérien.
Très bien. On vous reconnaîtra ceci à titre personnel, c'est que vous êtes l'un des seuls, vous êtes un local qui a été pris pour diriger le bureau Algérie, ce qui ne se fait pas, qui n'est pas dans les traditions de Veritas, de par le monde. Donc, bravo pour ce côté-là. Merci. Monsieur Naouri, alors, vous aussi, vous avez une approche certaine de la sécurité industrielle, et il y a beaucoup de managers qui sont imprégnés de cette sécurité industrielle. Oui, mais je pense que les managers sont imprégnés, quel que soit X, soit ils sont culturellement, prêts à faire l'investissement en termes de sécurité industrielle, parce qu'il y va de la rentabilité de leur projet, de leur suivi de leur projet, de la pérennité de leur projet. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour beaucoup. Pour d'autres, ça sera sous la contrainte du banquier qui aura prêté de l'argent et qui aura exigé une assurance, et l'assurance elle-même. Donc nous, en tant qu'assureurs, nous allons exiger un minimum de sécurité industrielle, parce que un risque, s'il n'est pas protégé suffisamment, s'il n'y a pas suffisamment d'investissement en termes de prévention, HSE, etc., son coût en assurance sera plus important. Donc, quelque part, la logique du chiffre d'affaires et de la rentabilité va être limitée par qui pèse sur la rentabilité, parce que lorsque vous avez des sinistres, vous avez des chômages techniques, parce qu'une machine est tombée en panne, parce que vous avez un incendie, une explosion, etc. Ça va générer des surcoûts, ça va générer des baisses de production, et donc ça va générer des problèmes de rentabilité. L'assurance est là, en fait, pour régler ces problèmes de rentabilité, de pérennité, de l'investissement ou du projet. Et donc, moi je pense que la sécurité industrielle est quelque chose d'hyper important, qui est présente chez beaucoup de chefs d'entreprise parce qu'ils y croient, et qui est présente auprès d'autres parce que des banquiers ont financé et parce que des assureurs ont recommandé de la sécurité industrielle. Mais vous ne partagez pas tout à fait l'avis de M. Zouéwouch quand il dit que beaucoup d'entrepreneurs ou d'industriels ne sont pas forcément imprégnés de cela, parce qu'ils n'ont pas ce souci, quand leur entreprise se porte bien, d'aller essayer de valoriser leur entreprise davantage par davantage de sécurité industrielle. C'est vrai que dans notre prix, on a toujours dit qu'il y avait un problème de culture du risque. Okay, une vision incomplète de l'entreprise et des moyens de gestion d'entreprise fait que beaucoup de chefs d'entreprise occultent l'aspect gestion de risque, l'aspect sécurité industrielle, l'aspect assurance, etc. Alors que moi, je pense qu'ils sont au cœur de la rentabilité, au cœur de la gestion, au cœur du management. Parce que il y a beaucoup de chefs d'entreprise, ou du moins parfois même des chefs politiques, tels que le président américain Henry Ford, qui disait que New York n'est pas la création des hommes, c'est la création des assureurs qui ont permis aux gens d'investir sans avoir peur de perdre leur investissement, de permettre aux travailleurs de travailler à des niveaux, à des hauteurs aussi importantes au risque de perdre leur vie et sans penser à leurs enfants, parce qu'il y aura de l'assurance derrière. Donc l'assurance est un élément, important dans le financement des projets. Et l'assureur ne peut pas exister. L'assurance ne peut pas exister, en tout cas, sur les projets industriels sans la sécurité industrielle. Alors, j'ai vu vos panneaux, là, vos affichages dans Alger. Vous vous affichez comme l'assureur des risques de pointe. Absolument. Qu'est-ce que c'est que les risques de pointe ? En fait, les risques de pointe, c'est les risques des grands projets. Nous sommes l'assureur des usines d'ammoniac éduré, nous sommes l'assureur de Sonatrach pour les installations industrielles, pétrochimiques, nous sommes le premier assureur construction aussi en Algérie, donc nous sommes sur les risques de pointe. Vous assurez même la mosquée d'Alger, je crois savoir. On l'a assuré pendant toute la phase du marché initial, on l'a perdu depuis 6 mois. Ou 1 an, mais nous sommes en tout cas l'assureur des risques industriels, des usines, des installations industrielles, et ce qui fait que nous avons une forte implication dans tout ce qui est sécurité industrielle et risk management.
Et sur ces grands projets d'envergure, il y a un souci d'évaluation quand on voit souvent des conflits d'intérêts qui peuvent se poser entre un ordonnateur du projet et l'exécutant du projet. Comment vous intervenez là entre les deux pour qualifier le risque en termes de valeur? La qualification de risque se fait très souvent par l'intervention de spécialistes externes, hein, donc des experts. Donc nous faisons participer des experts. Nous, en tant qu'assureurs, nous avons au moins deux sociétés d'expertise attachées ou rattachées aux assureurs, qui interviennent souvent pour les visites de risque, pour les recommandations en matière d'hygiène et de sécurité. En cas de sinistre aussi, elles interviennent pour l'expertise. Donc nous avons des instruments qui permettent d'éviter ce conflit d'intérêts. Après, très souvent aussi, les experts, nous, comme on intervient sur des risques, sur les grands risques, qui mettent en jeu des intervenants étrangers. Donc, pour les expertises, pour les visites de risque, nous faisons aussi très, très souvent appel à des experts affiliés aux réassureurs internationaux. Donc, qui fait que très souvent, ce problème de conflit d'intérêts ne se pose pas. Je voudrais qu'on écoute sur ce sujet, l'assurance, encore une fois, Ahmed Lateb, qui va nous dire comment réagissent les assureurs face à ce risque. On écoute Ahmed Lateb. Certains assureurs proposent des produits liés à ces catastrophes, que ce soit des risques industriels, que ce soit des risques de piratage de données, que ce soit des risques agricoles. Il y a des compagnies d'assurance. En cas où la récolte n'est pas assez bonne compte tenu des aléas climatiques, vous avez des assureurs aujourd'hui qui vous remboursent par rapport à cette perte. Donc c'est un sujet qui est très important parce qu'on peut perdre l'entreprise, on peut remettre l'existence de l'entreprise si on n'anticipe pas tous ces risques. Amine Zouiwache, en présentant tout à l'heure les activités de Veritas, vous parliez de contrôle assurance, si je ne m'abuse. C'est ça, ou qualité assurance? Qualité assurance. Qualité assurance, oui. Ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire, quand un industriel ou un promoteur lance un projet et il veut s'assurer que le travail qui est fait dans son projet est bien fait et surtout reconnu comme tel. Donc à ce moment-là, il fait appel à un tierce organisme, donc qui sort en quelque sorte de l'intérêt de l'un et de l'autre, et qui vient dire que ce travail est bien fait ou mal fait, ou voici les conformités ou les non-conformes. Il est conforme ou pas conforme. Donc on est là pour donner un point de vue, on va dire froid, sur la chose, de dire oui c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Donc le contrôle assurance et le contrôle qualité, ce sont les deux éléments très importants quand il y a une construction. Donc il y a ce qu'on appelle le suivi. Donc on vérifie que l'architecte ou l'ordonnateur ou l'ingénieur qui a fait ces plans sont scrupuleusement respectés. D'accord. Pour assurer que le travail qui a été fait est selon ce qui a été demandé. D'accord. Comment vous qualifiez le travail des assureurs en matière de sécurité industrielle aujourd'hui en Algérie? Est-ce que... Aujourd'hui, malheureusement, je suis content de ce débat parce que c'est la première fois où on va débattre assureurs et tiers organismes donc de contrôle. Et normalement, ce sont nos principaux clients, les assureurs. Mais aujourd'hui, jamais en 5 ans, je n'ai reçu un bon de commande d'une compagnie d'assurance me demandant d'aller faire une expertise. Pourtant, j'ai les compétences. Et donc, aujourd'hui, en quelque sorte, il y a un système à plusieurs vitesses. La CACH, à juste titre, a raison de se conforter parce que le secteur des hydrocarbures en Algérie est vraiment à la pointe de tout ce qui est management des risques. Et il y a des décrets, des applications, des agences, du suivi. Réellement, on veille au grain. Je pourrais parler de tout le secteur énergétique. Mais quand je prends en parallèle les autres investissements, je dirais qu'il y a plus on va dire, de soucis économiques de valorisation donc du capital, plus que la valorisation de l'actif. Et là, ce que je déplore, c'est que l'actif, la valorisation de l'actif n'entre pas
dans le capital d'une entreprise. Et donc aujourd'hui, nos chefs d'entreprise font le distinguo entre l'un et l'autre. Donc pour lui, le cash flow, parce qu'il faut revenir aux basiques d'une entreprise, il ne veut pas toucher à son cash flow parce que c'est le nerf de la guerre. Donc s'il doit se lancer dans un système de management de qualité, je prends le cas aujourd'hui des sociétés selon les appels d'offres, donc dans les cas où les appels d'offres exigent, par exemple, des certifications ISO, eh bien, ce n'est qu'à cause de cet appel d'offres que cette entreprise va être intéressée à mettre en place un système de management de qualité pour lui permettre d'accéder à de nouveaux marchés. Mais s'il n'y avait pas dans l'appel d'offres ce requisite, on va dire, eh bien, le chef d'entreprise, non, il ne va pas faire l'investissement. Donc, en quelque sorte, il faut revenir aussi au basique, c'est que la mise en place d'un système de management de qualité qui permettra de mieux gérer les risques industriels, évidemment, là on est en amont, est un acte volontaire. Ça, c'est un absolu, c'est un acte volontaire du chef d'entreprise. C'est à lui d'investir ou pas. Maintenant, est-ce qu'il y a un engouement, est-ce qu'il y a une volonté, on va dire publique, d'aller vers la valorisation des ressources? Parce que là, on est dans l'industrie du service. Est-ce qu'on est dans une dynamique de la mise en place d'une valorisation des ressources qui sont là pour générer de la richesse à travers l'industrie du service? Eh bien, c'est ce qui nous fait défaut. Et pourquoi on ne veut pas le faire, selon vous? Pourquoi on ne veut pas aller vers la valorisation de son industrie? Écoutez, on ne peut pas dire pour tous c'est vrai. Parce que le secteur des hydrocarbures, lui, je peux vous dire qu'il est à la pointe et il va vers la mise en place d'un système de valorisation de l'actif à travers des standards extrêmement pointus. Donc on va sur une gestion des actifs, ce qu'on appelle la gestion interactive des actifs. Et donc là, on est vraiment quelque chose de très poussé. Mais on prend le cas ailleurs, non, on n'y est pas encore. Et c'est là où on va dire qu'il y a des secteurs qui mettent les moyens de cette politique, et il y a d'autres secteurs, on va dire, où bien il y a un problème de ressources, ou bien, quel que soit le problème, il y a un souci ou une volonté de ne pas donner la priorité nécessaire à cela. Donc, en quelque sorte, on laisse tomber notre actif, notre outil de production, on ne valorise pas nos ressources humaines, on ne met pas en place donc un système de valorisation. Et le troisième, bien sûr, c'est l'environnement dans lequel se déroule cette entreprise qui, lui aussi, n'est pas valorisé, met à risque, on va dire, met à risque parce qu'il n'y a pas de contrôle. Monsieur Namri Aminzouesh, je viens de vous interpeller gentiment. C'est vrai, vous avez affaire à qui comme experts? Ce sont des experts indépendants. Comment se fait-il que pour des grosses structures, tout ça, on n'ait pas affaire à des cabinets plus structurés, avec qui vous travaillez généralement? Je ne mets pas en doute la compétence de nos experts, mais les hydrocarbures, c'est énorme comme responsabilité financière. Donc, comment ça fonctionne au niveau des expertises? En matière d'expertise... Je ne suis pas là pour défendre Veritas. Non, mais... Il y a d'autres cabinets, je suppose. Oui, il y a de la compétition. Moi, je suis, je vous ai dit, je suis un peu un dinosaure de l'assurance, puisque j'ai commencé en 82. Et dans les années 80, on travaillait beaucoup avec le cabinet Veritas en matière d'expertise maritime, notamment. Le marché de l'assurance... Avec laquelle vous êtes né, Veritas. Le marché de l'assurance est ouvert donc à l'expertise privée depuis fin des années 90. Il y a une procédure d'agrément qui est en cours de validité au sein de l'UAR. Donc toute personne physico-morale qui veut faire de l'expertise pour le compte des assureurs peut se faire agréer au moyen donc d'un dossier d'agrément au niveau de l'UAR, avec des cartes d'intervention pour chaque expert affilié à une personne morale. Donc il y a cet agrément qui existe. Après, on fait aussi appel à ces experts en fonction de leur qualification, en fonction de leur profil.
parce qu'on a des expertises pour la construction, d'autres pour une industrie légère, d'autres pour des industries un peu plus pointues, telles que l'hydrogravure ou sidérurgie, etc. Donc on fait appel à des compétences. Les compagnies d'assurance elles-mêmes ont créé leur propre société d'expertise. 3 entreprises publiques ont créé l'Exal, une autre entreprise publique a créé la SAE Exact. Donc on a, un marché concurrentiel de l'expertise aujourd'hui. Hein. Donc pour Veritas, je ne sais pas s'ils ont l'agrément ou pas, dans quel domaine ils peuvent intervenir. En tout cas, je me ferai un plaisir de collaborer avec Veritas si tant est qu'ils ont leur agrément. Voilà. Et je prendrai volontiers une participation. Écoutez, nous, on ne peut reconnaître un expert que quand il est passé par certaines étapes donc, de qualification. Aujourd'hui, l'expertise est régie par un standard ISO, qui est le 17024, qui va être mis en place en Algérie incessamment. Aujourd'hui, on devient expert sur présentation de dossier et on attend un décret ou une note qui vous déclare expert. J'aimerais en être sûr. Parce que là, jusqu'à maintenant, je ne sais pas où est le système, on va dire, d'examination qui a permis à un tel de devenir un expert. Et en plus, il devient expert sur quel domaine? Puisque là, vous parlez d'industrie lourde et d'industrie légère. C'est énorme. Et on ne peut pas être un expert de toute l'industrie légère ou de l'industrie lourde. On peut être expert que dans un domaine bien précis. Absolument. Voilà. Et ça, c'est régi par un standard qualité. Demain, vous vous retrouvez en litige et vous dites que j'ai mon expert qui est reconnu par une association ou par je ne sais trop quel organisme. Et si cet organisme n'est pas reconnu, qui fait partie de ce standard de qualité, eh ben, je peux vous dire que cette expertise ne vaut que par le pays qui l'a émis. Donc, et peut-être que le juge a tout à fait le droit de mettre en doute, ou je dirais que l'autre partie a tout à fait le droit de mettre en doute, parce qu'il n'y a pas de repère, on va dire, à la qualification d'un expert ou un autre. J'enlève rien à la qualité, c'est à la procédure de nomination, sur laquelle j'ai des doutes. Ce n'est pas de la nomination, hein, c'est un agrément. Oui. Je vous agrée. Je vous reconnais. Sur la base d'un dossier de CV. Vous êtes expert, vous prétendez être un expert, vous vous déterminez comme étant un expert, vous appartenez en tant qu'expert à une société d'expertise, c'est le cas de vos ingénieurs par exemple. Non, hein, ils sont agréés selon des CV et oui, par vous-même. Par Veritas. Par des tiers. Même les miens sont agréés par des tierces. Oui. Attention, il y a surtout que je ne m'amuse pas à prendre une feuille et un stylo et dire qu'un tel est qualifié à faire ça. Nous, on ne se prononce pas sur la qualification. En fait, on agrée. Il y a des gens qui sont installés comme experts, qui ont des registres de commerce experts, qui ont des certificats d'expertise, etc., qui sont affiliés à des sociétés d'expertise. Et donc, nous n'allons pas nous prononcer sur leur qualification. On va pas dire que tel est expert et tel non. C'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de dire, voilà, j'ai besoin d'un certain nombre d'experts pour intervenir sur nos risques, soit en visite de risque, pour évaluer le risque, pour faire des recommandations en matière de sécurité industrielle, soit lorsqu'un sinistre se déclare, pour aller voir dans quelles circonstances ce sinistre est déclaré, quelles sont les responsabilités, qu'est-ce qui est en cause, et quelle est l'évaluation du dommage. Et donc là, c'est ce qu'on attend d'un expert. On va agréer, on va dire, vous êtes habilité à travailler pour moi. Et je vais vous payer selon un barème que vous, en tant qu'expert, vous acceptez, parce que vous pouvez aussi ne pas vouloir travailler avec nous parce que notre barème n'est pas suffisant, par exemple. Okay. Donc c'est un contrat, en fait. L'agrément est un contrat entre des experts et l'assureur pour intervenir sur une base. Mon souci est simple. Vous prenez un expert A d'Alger et un expert B de Constantine. Vous les envoyez sur un même sinistre. Et très souvent, c'est le cas, vous avez 2 rapports qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est certain. Chacun a sa manière de voir. C'est cet aspect-là qui crée un doute, on va dire, parce qu'il y a 2 lectures.
pour un même travail, pour une même expertise et pour une même qualification, puisque les deux sont qualifiés de la même manière. Mais on se retrouve avec deux résultats. Ça arrive. Et aujourd'hui, donc, nous, en tant qu'organisme de tierce partie, on met en exergue cet aspect d'avoir des rapports uniformes, c'est-à-dire des rapports où notre inspection, ou quel que soit ce rapport, est fait selon des standards, donc des critères, et non pas sur une appréciation. Parce que c'est là où on se retrouve généralement en porte-à-faux. Très bien. C'est un débat, je pense, qui... Pas celui d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas celui d'aujourd'hui. Alors, juste un mot sur le contrôle exercé. Vous avez le sentiment que par l'État, est-ce que l'État exerce un contrôle comme il le faut, de manière générale, sur nos industries, en termes de sécurité industrielle? Quel est votre sentiment? Oui, non? Je dirais, pour le secteur des hydrocarbures, que le décret 14349 vraiment met à jour l'ensemble Donc, du point de vue normatif, on est au standard là, international? Alors, au point de vue normatif, les normes en Algérie, c'est un organisme public par État qui se charge de ça. C'est Algérac. En Algérie, c'est Algérac qui est seul habilité à donner aux entreprises comme la nôtre l'habilitation donc de se prononcer sur des standards comme l'ISO 17020, 21, 25, 24, etc. Je dis ça, c'est que nous, on dépend du ministère de l'Industrie. D'accord. Okay. Donc l'Algérac fait partie du ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, on ressent qu'au sein même du secteur de l'industrie, qui est le promoteur donc d'Algérac, qu'il y a différentes vitesses, on va dire, d'approche sur un secteur ou un autre. Et pourtant, il y a énormément de choses à faire, parce que ça ne touche pas juste la sécurité industrielle. La sécurité industrielle commence au niveau des pièces de rechange, au niveau de l'équipement, au niveau, il y a tout entre en compte. Et par contre, donc, sur le secteur des hydrocarbures, et là il faut reconnaître qu'on est sur ce qu'il y a de plus exigeant au monde comme standard. Très bien. Alors, on a été servi par une très belle actualité. Bon, je dirais malheureusement, cette histoire de virus, d'attaque mondiale sur la sécurité numérique des entreprises. L'Algérie n'a pas été, Dieu merci, affectée. Enfin, a priori. Si, qui a été affecté? J'ai eu lui dire qu'il y a eu des serveurs qui ont été touchés. Oui. Bon, alors... justement, donc là aussi vous intervenez et vous êtes intervenu par quelque chose d'original, la cache assurance, mais on va y revenir. Je voudrais juste écouter Monsieur Latab encore sur ce volet du risque numérique. Alors la sécurité numérique, il y a une étude mondiale qui a été faite, elle arrive au 2e niveau des priorités, des risques majeurs qu'encourent les entreprises, au niveau mondial. En Algérie sans doute moins, mais le risque numérique est très important puisque les hackers et tout ce qui se passe sur Internet, en fait, expose l'entreprise sérieusement, parce que certaines entreprises qui sont informatisées risquent tout simplement de perdre des données, de perdre le contrôle sur leur machine, de perdre simplement les actifs de l'entreprise. Donc c'est un risque majeur, malheureusement, qui n'est pas pris en compte. Mais encore une fois, il ne faut pas, tout jeter à la rivière. La sécurité n'est évoquée que quand l'entreprise a atteint une maturité. C'est-à-dire, c'est des sujets, on se pose la question, quand en termes de maturité, comme nos entreprises sont encore en phase, on va dire, de croissance, donc c'est des sujets qui vont arriver selon la maturité de l'entreprise et selon son existence. Mortar Naouri, vous avez innové à la cache là, parce que là vous nous avez surpris avec cette police donc qui nous protège un petit peu contre les risques numériques. Hein? Alors, de quoi s'agit-il exactement, rapidement, pour juste qu'on en connaisse En fait, nous avons organisé récemment un séminaire sur les risques émergents, notamment les violences politiques et les cyberattaques, l'assurance des énergies renouvelables aussi. Et donc, ce qu'on a voulu surtout faire passer comme message, c'est que l'assurance est un métier universel. Les risques que nous pouvons assurer ou qui sont assurables au plan mondial peuvent être assurés en Algérie. Il s'agira de payer le prix. Pendant longtemps, le prix de l'assurance est relativement cher pour certains risques. Et le prix sur le marché international
se fixe par rapport à la taille du marché et surtout à la taille de la capacité. C'est-à-dire combien de capacités existe-t-il pour un risque donné, sur un continent donné. Et donc, depuis pratiquement les attentats du 11 septembre, le marché de l'assurance a beaucoup progressé, s'est beaucoup consolidé, beaucoup de capacités ont été créées, et cela a été encore augmenté après la crise financière de 2008. Les banques ont subi de plein fouet donc les problèmes des subprimes, et les investisseurs ont beaucoup investi sur l'assurance, qui a été un secteur qui s'est beaucoup mieux porté. D'accord. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur le marché international avec une telle surcapacité que le prix d'assurance des risques classiques se trouve réduit d'année en année. Même si depuis un an, ça commence un petit peu à se consolider, à se rétrécir. Par contre, cette surcapacité a aussi été dégagée sur de nouveaux segments, notamment les violences politiques, notamment sur les énergies renouvelables et sur la cyberattaque. Donc les cyberattaques aujourd'hui constituent une activité sur lesquels les assureurs du monde ont de l'appétit. Vous avez devancé le marché, anticipé sur le marché, ou est-ce que le besoin est monté de l'entreprise vers vous? En fait, des deux. On a eu quelques demandes très, très, très minimes, mais en fait, on a voulu surtout aussi anticiper le marché et dire au marché qu'il y a aujourd'hui des possibilités, il y a des capacités. Donc toutes les entreprises qui ont ce besoin-là, parce qu'en fait toutes les entreprises ne sont pas connectées, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes problèmes avec Internet. Il y a des gens qui utilisent Internet juste pour se connecter, pour échanger, pour la messagerie, alors que d'autres utilisent Internet même pour la gestion des systèmes de sécurité. Et donc un bug peut même provoquer un dommage matériel. Et donc vous avez à la fois les dommages matériels suite à un bug dû à un virus, ou alors des pertes indirectes. Et aujourd'hui, les polices cyberattaques sont aujourd'hui disponibles à un tarif relativement intéressant, avec aussi un mode de fonctionnement, un mode de souscription relativement aussi simplifié. C'est pour cela que nous attirons l'attention aux gens pour leur dire, si vous avez réellement un tel besoin, mais en fait, et c'est là où je veux aussi en venir, c'est que une entreprise qui n'a pas en son sein, ou qui ne s'appuie pas en tout cas sur des apports externes pour mettre en place un processus de gestion de risk management, avec une phase connaissance de risque, quels sont les risques qui pèsent sur mon entreprise, sur mon activité, sur mon bilan, quels sont les causes et les événements, quelle est leur ampleur, quelle est leur valeur, quelle évaluation j'en fais de ces risques, comment je les hiérarchise, quels sont les risques les plus importants que d'autres, comment je les assure. C'est des entreprises qui demain ne pourront pas réagir face à cela, ils pourront juste observer ce qui se passe dans leur entreprise. On arrive au terme, malheureusement, de cette émission, à moins que vous vouliez dire un mot sur le numérique. Oui, sur le numérique, oui. J'aimerais bien préciser. Quand on est une société certifiée ISO 9001, donc forcément, et peut-être que ça serait un avantage pour vos clients, c'est que forcément, ils ont un système informatique aussi certifié. Donc, il y a des pare-feux, il y a le serveur, et surtout, il y a la mémoire, l'archive qui est en externe. Et pour ceux qui ont été touchés par ce virus il y a 2 ou 3 jours, j'avais lu ce matin dans la presse qu'une usine qui avait été complètement touchée, grâce à ce système de protection, parce qu'ils sont certifiés, ils ont pu reprogrammer dans les 24 heures l'ensemble des équipements, des machines. Donc il y a remède, il y a remède. D'accord. Mais attention, les hackers aujourd'hui, on l'a vu sur certains sinistres, et c'est la dernière phrase, peuvent même mettre en échec les pare-feux. Et donc c'est pas. D'accord. Je vois que les assureurs. Il n'y a pas une protection aussi alors, je peux vous dire, avoir un double pare-feu, c'est encore mieux. Encore mieux. Très bien. Alors moi je mets un pare-feu là définitif, et je vous dis merci d'avoir été là pour débattre. Et à vous téléspectateurs, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci encore de votre attention.